Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois d'août 2022. Ce mois-ci, un programme assez varié puisque, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je suis parti en vacances. Donc j'ai plus ou moins lu pendant cette période, ça a été très varié. On va parler de comics, de mangas, de romans également. On attaque tout de suite par le comics. On commence tout de suite avec The Crow Wild Justice paru chez Vestron. The Crow Wild Justice, encore une lecture The Crow puisque vous savez que j'adore cette franchise. Merci Vestron encore de l'éditer. Alors, la particularité principale de ce récit, c'est que c'est dessiné par Adlar, c'est-à-dire le dessinateur de The Walking Dead, qui est un des comics les plus connus de ces 10, 15, 20 dernières années, avec la série télé, avec le comics qui a été assez long à éditer chez Delcourt, puis il y a eu des intégrales, enfin bref, ça a été une des grandes réussites du comics, ça a permis de populariser un petit peu le comics. Une patte graphique assez particulière. L'histoire, c'est un couple qui se fait assassiner, forcément un assassinat quelque part. Le mari revient d'entre les morts et décide de se venger. Bon là, jusque-là, histoire très classique, The Cronesque, j'ai envie de vous dire. Sauf que il y a des attraits très particuliers. En fait, c'est découpé en 3 chapitres et chaque chapitre suit un personnage différent. Dans le premier, ça va être le corbeau, donc la personne qui est revenue. Ensuite, ça va être l'assassin et après, ça va être un flic. Donc, on a un point de vue différent. On revoit certaines scènes d'un autre point de vue à chaque fois, puisque y a ce qui se passe là. Et en fait, ça reprend là, pas ici exactement. Donc, on a cette partie-là, puis cette partie-là. Donc, c'est une construction du récit qui est assez intéressante. En plus, au début, on voit pas forcément que le flic aura une importance dans ce récit. Donc, ça apparaît petit à petit. Donc, c'est intéressant. On a également des dessins assez variés en fonction de si on voit le passé ou si on voit l'action présente. Il y a une explication sur le pouvoir des corbeaux qui est apportée ici, donc ça enrichit le lore que j'ai trouvé intéressante avec le sang de Méduse, comment le corbeau est devenu noir, donc il y a tout un récit antique qui est greffé là-dessus, donc moi en tant que prof d'histoire, je trouve ça cool. C'est vrai que c'est pas mal, après c'est pas non plus le récit de l'année, mais la construction est intéressante, j'ai trouvé. Je vous montre cette double page qui est au tout début du récit, où on voit des traits noirs qui tombent, un peu comme de la pluie, qui montre le passé, donc c'est assez particulier. Quand on est dans le présent, on a un dessin vraiment plus noir et blanc, plus typé premier tome de The Crow, première série de James O'Barr. On peut remarquer un design très particulier, des peintures qui arrivent sur le visage de la personne qui cherche à se venger. Là, il y a tout un tatouage sur le haut du corps et sur le visage que j'ai pas trop aimé, je vous avoue. Ça marque vraiment une grosse différence entre les marquages classiques de The Crow. Il y a juste les yeux, la bouche, un peu un clown de la mort qui arrive, un clown froid, type un peu Joker également. Là, c'est pas du tout ça. Bref, The Crow Wild Justice, je recommande pour tous les fans de The Crow. C'est une lecture intéressante qui va très vite, comme les autres titres The Crow. Il n'y a pas de suite à chaque tome, sauf apparemment sur le prochain qui devrait sortir, il y a 2 numéros qui seraient donc des suites. Là, chaque tome est unique, chaque corbeau qui revient est unique. Vestron continue de nous publier tout ça, même si certains risquent d'être repoussés. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce, mais Vestron a annoncé que ces tirages allaient être revus à la baisse, donc si vous les voulez, réservez-les très rapidement, et certains titres étaient un petit peu repoussés. Ça va notamment impacter les Power Rangers, mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Le comic suivant que je vais vous présenter, c'est Radiant Black de chez Delcourt. Radiant Black, donc une nouvelle licence qui est sortie chez Delcourt par le scénariste Higgins. Donc Higgins qui est connu justement pour Power Rangers, dont je vous parlais un tout petit peu précédemment. Ce titre, c'est l'histoire de Nathan, qui est un écrivain qui a le syndrome de la page blanche, il n'arrive pas à écrire. Du coup, il vit dans une grande ville américaine où il fait des jobs alimentaires, notamment par exemple, il fait du Uber, tout simplement, il conduit des gens d'un point A à un point B, il fait taxi, et il se convainc lui-même que dès qu'il arrivera à
écrire son roman, il sera publié, il va devenir le prochain grand auteur américain. Enfin bref, il se berce d'illusions et il se crée un trou au niveau économique où il emprunte beaucoup d'argent. Donc il décide de rentrer chez ses parents et d'essayer de se reprendre en main. Donc il y a un ami d'enfance vient le voir, ils vont au bar, ils boivent des canons et quand il sort, en fait, il trouve sur une voie de chemin de fer une espèce de boule qui flotte et Nathan la touche et devient le héros costumé qui va s'appeler Radiant Black. D'ailleurs, il y a une petite blague sur Power Ranger au niveau de la recherche du nom du héros. On voit un petit peu les choix qui sont faits pour savoir ce qu'il va faire de ses pouvoirs. Est-ce qu'il va faire le bien, est-ce qu'il veut devenir célèbre, etc. Et on voit les choix qui sont faits. On voit également un autre antagoniste qui a un costume un peu similaire mais rouge. Donc voilà, il y a la rencontre entre les deux personnages. Je vous laisse découvrir en lisant le tome comment ça se passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le costume parle à la personne qui le revêt et il y a un dialogue radiant, on va dire ça comme ça. Et ce qui est sympa, c'est qu'à la fin du tome, vous avez l'alphabet. Donc c'est-à-dire qu'il y a des moments quand il parle, même si ce soit une insulte ou autre chose, il va dire le mot, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc il faut décrypter en utilisant l'alphabet. Je trouvais ça très sympa. Alors quand c'est une insulte, on arrive à deviner facilement ce que c'est, hein, mais c'est assez cool de voir un petit peu qu'ils ont créé qu'ils sont allés jusque-là. C'est un procédé créatif intéressant. Il y a un twist que je m'attendais pas. Franchement, j'ai été vraiment agréablement surpris. J'attends la suite avec impatience puisque il y a une menace qui va arriver, on le sait. C'est le costume qui prévient Nathan que voilà, il y a quelque chose qui va arriver, qu'il faut défendre sa planète, sinon ça va aller très très mal. Et j'attends de voir comment ça va se construire. Apparemment, il va y avoir beaucoup de récits et quelques spin-offs, donc je suis curieux d'attendre ça. J'espère que Delcourt nous sortira le tome 2 très bientôt. Ma grosse lecture du mois, c'est l'intégrale de Shadowman chez Bliss Edition. Ça y est, j'ai enfin lu les histoires de l'un des grands personnages de l'univers Valiant, à savoir la Shadowman, qui fait partie des grands piliers avec X-O Manowar, Ninjak, Bloodshot, etc. etc. Donc là, c'est la première intégrale qui est sortie en VF chez Bliss. Donc il y a cette intégrale, il y a une autre intégrale plus petite et il y a le dernier récit qui est en train de sortir puisque le financement du tome 2 se fera d'ici la fin de l'année normalement. Là, on découvre en fait le personnage de Shadowman, le personnage de Jack Boniface qui va devenir le porteur du Loa, et en fait on voit comment il obtient le pouvoir, comment il a essayé d'être formé par certaines personnes, une organisation. On voit un petit peu les différentes menaces qui existent. On voit le monde des morts, donc c'est très branché Bayou, Vaudou. Il y a quand même un vocabulaire à connaître, Loa, etc., des grades dans cette magie vaudou. Alors, même si on s'y connaît pas vraiment, on arrive à comprendre quand même assez facilement. On voit des grands noms de cette religion, comme le Baron Samedi par exemple, et on voit un petit peu ce que devient Jack Boniface, comment il intègre cette nouvelle vie, qui est une vie difficile puisqu'il quitte sa vie de civil pour rentrer dans un combat qui le dépasse littéralement. Et j'ai vraiment été surpris par la fin. Ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. Je peux pas trop en dire parce que je vais spoiler sinon. Le seul défaut que je trouve vraiment à ce récit-là, c'est le dessin. Alors autant au tout début, on a des planches de qualité, etc. Mais plus on avance, le dessinateur change. Ce qui est le gros problème de ces volumes-là. Vous avancez dans les récits, donc on met de nouveaux dessinateurs, et il y a des planches qui sont vraiment dégueulasses par rapport à d'autres. Vous voyez, le genre de planche qu'on a au tout début du récit, c'est quand même assez intéressant. Il y a une espèce de vortex, des fantômes qui sortent, des types qui tirent dessus. Ouais, je trouve ça magnifique. Et vous passez à la fin à ce genre de dessin où les expressions faciales sont peu travaillées. Franchement, c'est très abstrait. Je trouve ça dommage de passer d'un travail de qualité à un travail moins bien. Attention, hein, je serais incapable de faire ça, mais je trouve que ça casse un peu le délire et ça casse l'immersion. C'est vraiment dommage. Ce qui est intéressant avec cette intégrale, c'est qu'il y a d'autres personnages importants de l'univers Valiant qui apparaissent dans des récits, comme c'est le cas par exemple de Docteur Mirage
ou de Punk Mambo qu'on peut retrouver dans d'autres récits. Je vous ai présenté la semaine dernière les achats des 2 tomes de Dr Mirage. J'ai hésité à prendre le recueil sur Punk Mambo, qui est un livre peu épais, mais voilà, c'est l'histoire de... On a des interactions entre les différents personnages et on peut découvrir les aventures dans... c'est pas des spin-offs, mais dans leurs aventures particulières, donc je suis intéressé par voir ça. Alors par contre, j'étais un peu déçu, puisqu'il y a un récit sur Punk Mambo à la toute fin, qui se retrouve également dans son livre à elle. Donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait un doublon. Ils avaient peut-être quelques pages à tuer, mais regardez l'intégrale déjà, c'est pas ça qui allait faire qu'on n'en avait pas pour notre argent, hein. C'est vraiment un gros bébé, ça prend quand même un peu de temps à lire, moi je lis lentement, donc par contre j'ai trouvé ça intéressant et je mettrai un bon 15 sur 20. C'est un bon début, j'espère que la suite sera de qualité. J'attends de recevoir je ne sais quand mon intégrale sur Garcenis présente Shadowman, hein, qui était en financement pendant l'été, puisque ça a été réussi et qu'on aura bientôt ce récit-là qui complétera les aventures de Shadowman, et il y aura bientôt le financement pour le tome 2 de la nouvelle série. On passe au manga et je vais vous parler de Hippo, le tome 15 de la saison 6. Alors, j'ai complètement oublié de vous le présenter lors de mes achats la semaine dernière. Je l'avais oublié au fond de mon sac. C'est impardonnable, je sais. Donc, je vais vous le présenter très rapidement, hein. Hippo, c'est la suite de son aventure. Il n'est plus dans la boxe. Et là, il forme un jeune qui a l'air motivé. Et on voit un petit peu la relation maître-élève qui se construit. C'est toujours aussi bien. Si je dois vous donner un argument pour lire au moins ce tome-là, pensez que Hippo s'énerve et met une claque de forain à un personnage. Il est presque à 2 doigts de le tuer. Tout simplement, c'est juste magique. Il y a un quiproquo également dans le tome. J'en rigole parce que c'est n'importe quoi. Et on voit comment Hippo est un gars dévoué, puisque quand il a mis sa claque, il veut se rendre à la police comme s'il avait tué quelqu'un, comme s'il avait braqué une banque, alors qu'il a mis juste une claque à un type qu'il a mérité. C'est juste fou. Voilà, Hippo, c'est trop bien. Je sais pas quoi vous dire. Je sais que c'est long, mais si vous les trouvez en occasion et que vous pouvez vous faire les 6 saisons, ne passez pas à côté, c'est un bijou. On passe à la dernière série de manga que j'ai lu, à savoir les 16 tomes de The Lost Canvas Chronicle. Bon, je mets pas tout parce que je peux pas tout tenir dans mes mains. Ainsi que le recueil d'histoires qui est sorti il y a peu. Kurokawa nous a sorti il y a quelques années et quelques mois ces différentes séries qui poursuivent l'histoire de The Lost Canvas. Donc Chronicle ainsi que le recueil, en fait, ça permet d'avoir des histoires supplémentaires sur des personnages importants. Alors dans Chronicle, c'est principalement des chevaliers d'or. Dans le recueil d'histoire, on a un peu sur tout le monde, même s'il y a quand même aussi des chevaliers d'or qui apparaissent, mais on retrouve souvent des duos, ce qui n'est pas toujours le cas dans les Chronicles. Alors ça permet en fait de voir également le monde qu'il y a avec comment ça se passe à l'époque. Je vous rappelle qu'on est 300 ans avant la série d'origine, donc on est au 17e, 18e siècle, donc la tenue vestimentaire change, les mœurs ne sont pas les mêmes, etc. Donc c'est assez intéressant. Il y a une ouverture sur diverses cultures, même si des fois c'est un peu abusé. Le tome sur le scorpion où il sort du sanctuaire, c'est-à-dire en Grèce, et il tombe sur des Incas. Fallait la sortir, celle-là quand même. Toutes les histoires ne se valent pas. Certaines histoires, il faut penser qu'elles se passent avant la période Lost Canvas, certaines juste après. Par exemple, celle sur Sion ou sur Doko se passe après, donc c'est intéressant de découvrir. On prolonge l'aventure avec certains personnages qui n'étaient pas assez développés parce qu'ils disparaissaient très rapidement. Donc là, c'était intéressant de voir un petit peu. Il y a un méchant qui réapparaît que j'espérais avoir un peu plus d'histoire sur lui, donc c'est assez cool. Je conseille, si vous avez aimé Lost Canvas, essayez de vous trouver cette série-là, et ainsi que le recueil, parce que c'est vraiment bien. On profite, c'est un bon 16, vraiment. On profite. Alors, il y a quand même des histoires très très inégales, mais il y en a qui sont vraiment topissimes. Moi, je me suis régalé à aller en Chine avec Doko, à découvrir Albafika, comment il devient le chevalier du poisson, et son histoire avec son maître, elle est juste géniale. Je vous les recommande et je vous parlerai d'autres lectures sur Saint Seiya dans pas longtemps. On termine cette vidéo avec un roman, à savoir Star Wars Planète Rebelle, paru chez
Fleuve Noir. Alors, Star Wars Planète Rebelle, c'est un livre pour lequel j'ai une affection toute particulière, puisque c'est un des premiers livres que j'ai acheté lorsque je me suis décidé à me relancer dans les achats des romans Star Wars. Je vous expliquerai ça dans une vidéo un jour sur comment je me suis mis à l'univers, d'abord Legend, puisque le canon officiel n'existait pas à ce moment-là. J'en parlerai dans une vidéo que je dédierai à Star Wars et à ma collection, je ne sais pas quand. Si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Et c'est un des premiers romans que j'avais acheté, je l'avais payé 2 € en occasion, donc je m'étais dit... on va se lancer là-dedans. Je savais pas ce qu'il valait, j'avais pas lu de critique sur internet à ce moment-là. Au niveau de la chronologie, on est après l'épisode 1, la menace fantôme, et Obi-Wan a pris en charge Anakin depuis quelques années, 2-3 ans, et c'est un tome qui est très centré autour d'Anakin. On les voit être envoyés en mission pour chercher une Jedi qui a disparu sur une lointaine planète, dont on a très peu d'informations au tout début. Et en fait, sous couverture, ils se font accepter dans cette société parce qu'ils disent qu'ils viennent pour commander un vaisseau, puisque là-bas, il y aurait des vaisseaux qui sont très particuliers, à la fois mécaniques et organiques. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très centré autour d'Anakin et on voit vraiment les questions qu'il a, on le voit douter, on le voit qu'il est empreint à de la colère, à de la tristesse, qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. C'est un gamin de 13 ans, hein. Je rappelle, à ce moment-là, c'est très très difficile, on est tous passés par cette phase de l'adolescence, et pour cet élu de la force qui doit être regardé, scruté, entraîné, c'est quand même très compliqué. Il comprend peut-être pas aussi, et on ne voit pas ça, mais ça c'est mon analyse, il comprend pas pourquoi il a autant la pression, pourquoi il est autant surveillé, pourquoi il est comme ça, alors que voilà, c'est l'exception qui confirme pas la règle en fait, puisque normalement on ne prend pas des apprentis avec un âge aussi avancé. C'est une règle du temple. Ce que j'en ai pensé, j'étais assez déçu, comme beaucoup, tout simplement parce qu'on a un postulat de base, il faut aller chercher une Jedi, sauf que ça, après, on s'en fout. On en parle vite fait à la fin pour faire un raccord avec le début de l'histoire, et on s'en fout, mais complet. On part sur comment est-ce qu'on fait le vaisseau biomécanique, on va dire ça comme ça, et on s'en fout en fait. On s'en cogne de comment est-ce qu'on fait ça, on s'en cogne de pourquoi ils ne l'ont pas, puisqu'on se doute bien quand on a vu l'épisode 2 et 3 qu'ils ne l'ont pas, donc c'est qu'à la fin ils vont pas l'avoir, hein, faut pas sortir de Saint-Cyr pour s'en douter. Et c'est long, il y a des passages en longueur, c'est long, la description de la planète, toutes les cérémonies qu'il y a, tout ce cérémonial, tous les personnages qu'ils rencontrent, t'oublies les noms, c'est... on voit également en parallèle Tarkin, qui deviendra un grand moff qu'on retrouve dans l'épisode 4. Hein, je rappelle que c'est lui qui fait exploser la planète Alderaan. Et un de ses amis qui le charge d'une mission pour aller récupérer le vaisseau qu'aura cherché Anakin. Alors que, en fait, Anakin et Obi-Wan ne sont pas là pour ça à la base, même si... comme Anakin est fan de construction et de mécanique, il va vouloir le garder, bien évidemment. Enfin bref, l'histoire n'est pas folle, c'est rushé à la fin. Tout le passage au centre, c'est long, mais que c'est long. L'important, c'est vraiment de découvrir la philosophie d'Anakin et comme son ressenti, enfin plus que la philosophie. Ça, c'est intéressant, même comment Obi-Wan essaie de gérer son apprenti. On voit des moments il est respectueux, d'autres moments il essaie de lui apprendre. On voit aussi comment Obi-Wan apprend à devenir un maître parce qu'il reçoit des conseils, c'est compliqué aussi pour lui, hein, c'est un jeune garçon qui vient d'être juste promu et qui doit s'occuper d'un autre garçon parce qu'il a tenu une promesse à son maître. Enfin bref, il aurait jamais dû hériter d'Anakin, quoi. Voilà, même bon, c'est facile à dire avec le recul, mais c'était clairement voué à l'échec, quoi. Donc c'est une déception. L'histoire de pourquoi la Jedi a disparu reviendra dans d'autres romans, notamment le prochain que je vous présenterai. En fait, ça servira de prétexte pour une action. Peut-être qu'on en reparlera dans X temps, mais vraiment pas foufou. Je mettrai 7. À avoir pour les collectionneurs, à lire quand même.
mais qui sera vite oubliable. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des pouces et des commentaires. Je réponds à chacun d'entre vous. J'adore lorsqu'on débat de nos univers préférés. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez lu qui pourrait m'intéresser comme lecture. C'était Prof et Geek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!